Noguès. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, le naufrage de l'Erika, les scandales alimentaires, l'effondrement du Rana Plaza et bien d'autres affaires qui défraient la chronique, voilà autant d'exemples qui démontrent que l'on ne peut plus aujourd'hui opposer les questions économiques et les questions sociales et environnementales. Et voilà autant d'exemples qui justifient que les entreprises prennent en compte de manière effective et donc de manière transparente des valeurs sociales, sociétales et environnementales dans la conduite de leurs activités, sans pour autant, et même bien au contraire, nuire à l'emploi et à la compétitivité. La proposition de directive relative à la publication d'informations non financières dont nous allons débattre aujourd'hui représente donc, à mon avis, une formidable occasion pour l'Europe de concilier concrètement et efficacement démocratie sociale, développement durable et compétitivité, et pour notre pays de proposer à ses partenaires les enseignements tirés de la mise en place d'un cadre législatif exigeant et pionnier en la matière, d'abord avec la loi de 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, puis la loi de 2010 portant engagement national pour l'environnement. Face à la crise économique, sociale, environnementale et politique que nous traversons, la responsabilité sociale des entreprises fait partie des réponses que nous pouvons apporter, car elle répond à trois enjeux majeurs de notre économie mondialisée. Un enjeu démocratique et social de prise en compte de l'impact des activités d'une entreprise sur toutes ses parties prenantes, un enjeu de soutenabilité environnementale de l'économie et un enjeu de gouvernance et de transparence. Au cœur même de l'économie, au plus près des activités opérationnelles et des cultures d'entreprise, la RSE apparaît aujourd'hui comme un véritable levier pour une sortie de crise par le haut. Alors quel est l'enjeu ? L'Union européenne a, à juste titre, inscrit la RSE au rang de ses priorités politiques depuis le Conseil européen de Lisbonne de 2000, mais elle la définissait alors simplement comme, et je cite, l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. Elle a adopté en 2002 une stratégie globale avec des recommandations dont la mise en œuvre s'appuyait sur des cadres stratégiques nationaux adossés à des principes internationalement reconnus. Les États membres, de leur côté, ont incité avec plus ou moins de force leurs entreprises à s'acquitter volontairement de leurs responsabilités sociales, et certains, au premier rang desquels la France, je veux ici le rappeler, ont édicté des normes réglementaires complémentaires aux normes internationales en la matière. 10 ans plus tard, la Commission fait le constat que seuls 15 États européens sur 28, soit à peine plus de la moitié, se sont dotés de cadres stratégiques, et seules 2500 entreprises sur les 42 000 grandes entreprises actives dans l'Union publient des rapports sur la RSE ou la durabilité. Ces initiatives en ordre dispersé n'ont donc pas permis d'enclencher une dynamique vertueuse dans l'ensemble de l'Union, et l'autorégulation reste souvent la logique exclusive, alors qu'elle a démontré, de toute évidence, son insuffisance. S'ajoute à cela la conséquence fâcheuse que les entreprises, parmi les 2500 que je citais, qui sont les plus engagées dans une démarche RSE et de mieux-disant, peinent à voir leurs efforts valorisés. 13 ans après la première loi NRE sur le reporting extra-financier, on peut dire, je crois, que la RSE, pourtant, n'est plus un simple atout optionnel, mais qu'elle est devenue un enjeu de régulation économique, et l'adoption d'un cadre harmonisé et contraignant de transparence à l'échelle européenne une nécessité. Je me réjouis, d'autre part, que se dessine parmi les acteurs français de la RSE une forme de consensus sur cette question. Ainsi, la plateforme d'action globale pour la responsabilité sociétale des entreprises, qui a commencé ses travaux depuis septembre 2013, a émis une position favorable à cette directive, appelant à un cadre européen fort, laissant bien sûr une marge de souplesse aux entreprises. L'appel de cette plateforme, qui rassemble, je vous le rappelle, des acteurs opposition parfois antagonistes, syndicats, organisations patronales, ONG environnementales, investisseurs, représentants de l'administration, etc. En tous les cas, cet appel fera, je l'espère, ricochet dans notre commission
afin que nous dépassions, nous ici, nos clivages partisans et fassions preuve du même esprit de consensus. Car c'est bien cet espace européen qui est pertinent pour la construction d'un cadre équilibré entre incitation et régulation. Il faut bien entendu que chaque pays reste libre de fixer les conditions dans lesquelles s'applique l'exigence de reporting, mais un socle commun apparaît aujourd'hui indispensable. Tout en étant souple, le dispositif proposé en avril dernier par la Commission européenne et que le Parlement européen a encore enrichi en décembre donne un signal politique clair. Les entreprises de plus de 500 salariés, cotées et non cotées, sont soumises à une obligation de transparence sur les politiques, les risques et les résultats concernant l'environnement, le social, les questions liées aux salariés, le respect des droits de l'homme et la lutte contre la corruption selon le principe appliqué ou expliqué. C'est-à-dire si la publication d'informations non financières dans un domaine précis n'est pas pertinent pour une entreprise, elle ne sera pas obligée de le faire, mais elle devra expliquer pourquoi. D'autre part, les informations doivent porter sur les filiales, être de grande qualité et s'appuyer sur des critères internationalement reconnus. Les informations extra-financières et celles relatives à la diversité doivent faire partie de la gouvernance de l'entreprise et elles doivent être aussi exploitables par tous les utilisateurs, les consommateurs et toutes les parties prenantes. Malheureusement, force est de constater que les divergences d'appréciation des États membres ont conduit à la fin de l'année dernière la présidence qui était la présidence lituanienne à l'époque, maintenant c'est la présidence grecque, mais c'était la présidence lituanienne à l'époque, et cette présidence lituanienne est arrivée à l'insertion de 6 clauses amoindrissant fortement l'ambition initiale sur le champ et les modalités de publication du rendu de compte. Premièrement, le périmètre a été réduit aux seules entreprises cotées de plus de 500 salariés. Deuxièmement, un seuil de matérialité applicable à l'ensemble du rendu de compte RSE a été rajouté. Troisièmement, une disposition dite de règle refuge a été introduite. Quatrièmement, la possibilité de publier le rapport non financier de façon séparée a été ajoutée. Cinquièmement, la question de l'information pays par pays, pourtant simplement renvoyée à un rapport ultérieur à l'occasion de la révision de la directive en 2018, a été supprimée. Et puis sixièmement, en matière de diversité, les critères ne sont plus précisés. Alors, mandat a été donné bien sûr aux 3 parties, Commission, Parlement européen et Conseil européen, d'ouvrir un trilogue de négociation. Et demain, donc le 7, se réunit un coreper décisif. Si je conçois tout l'intérêt de l'adoption rapide de la proposition de directive, je crois qu'il nous faut être ambitieux et collectivement ambitieux. C'est également la volonté de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale et je formule le vœu que ce soit le cas également de notre Commission. Mais je suis optimiste car, comme le montrent les 2 dates que j'ai citées au début de mon propos, il s'agit là d'un engagement français de longue date et transpartisan. Je veux ici saluer l'excellent travail fourni par Madame Danielle Auroi, présidente de la Commission des affaires européennes. Et je partage d'ailleurs nombre de ses préoccupations, tout comme d'ailleurs la plateforme française d'action globale pour la responsabilité sociétale des entreprises qui a appelé, je vous le rappelais, le 28 janvier dernier, à l'adoption rapide d'un cadre européen équilibré de rendu de compte répondant aux attentes de l'ensemble des parties prenantes. Il m'est néanmoins apparu que le projet de résolution pouvait être nuancé, enrichi et complété sur un certain nombre de points. Et je vous proposerai ainsi tout à l'heure, premièrement, de valoriser à la fois les initiatives prises par certains membres, dont la France, mais aussi mettre en évidence l'hétérogénéité qui en a résulté et qui justifie d'aller aujourd'hui plus loin en adoptant un cadre européen normatif. Deuxièmement, d'étendre à la sphère publique, pour aller vite, cette intégration des principes de la RSE. Troisièmement, sans occulter la réalité dramatique des accidents tels que celui du Rana Plaza au Bangladesh, de mieux prendre en compte la totalité des accidents susceptibles de survenir. Quatrièmement, de retenir une position exigeante sur les questions de seuil de matérialité et de clause de règle refuge. Et enfin, cinquièmement, d'enrichir le texte de cette résolution par des références explicites à la notion de comparabilité, au rôle des investisseurs socialement responsables, ainsi qu'à l'apport crucial que représente l'appropriation des problématiques RSE par les salariés des entreprises. Monsieur le Président, mes chers collègues,
Notre pays a joué un rôle moteur en matière de reporting extra-financier en Europe, qui a tiré vers le haut les standards en la matière. Il joue aujourd'hui un rôle moteur dans la transition vers une mondialisation plus équitable, qui place au cœur des enjeux l'homme et puis un juste équilibre entre les dimensions économiques, sociales et environnementales. Je vous invite donc, en adoptant cette proposition de résolution européenne, avec les ajouts que je vous propose, à affirmer qu'un cadre de transparence européen harmonisé, contraignant et reflétant une ambition à la hauteur des valeurs portées par l'Union européenne est nécessaire pour concrétiser l'aspiration affichée tant par la Commission en octobre 2011 que par le Conseil européen en décembre de la même année. Je vous remercie de votre attention. Merci.